Donc il y a Johnny qui meurt, il y a Wolverine et Deadpool qui réussissent à s'enfuir. En plus, je crois qu'ils réussissent à s'enfuir en utilisant un pied de sentinelle, d'ailleurs. Je crois que c'est un pied de sentinelle de Days of Future Past. Je crois que j'ai cru reconnaître. Je suis pas sûr. Après, il y en a plein. Ouais, parce qu'il y a plein de il y a des rêves partout. Hein. C'est comme le casque, le crâne d'Ant-Man, c'est devenu une espèce de cérébro, un peu dans le design. Je sais pas si... Du coup, on voit bon là c'est un petit peu facilité scénaristique qui croise comme par hasard de Deadpool, avec du coup le Deadpool qui est joué par le Ryan Reynolds qui n'est pas défiguré, qui est là pour faire la vanne, justement la vanne un peu wokiste, le gars qui est pur, qui pardonne tout le monde. Je crois qu'il s'appelle Nicepool, ouais. Voilà. C'est Nicepool, je crois que c'est son nom, ouais. Donc il y a un peu des comics, ils ont vraiment fait ça pour que Ryan Reynolds puisse montrer sa gueule dans le film quand même. J'avais appelé D-Dog. Ouais. Avec du coup Dogpool. Bon là ils ont différencié un petit peu des comics vu que Dogpool normalement c'est une variante d'un univers où Dogpool est un chien du coup. Alors que là c'est juste le chien de Nicepool qui l'a nommé et qui voilà quoi, c'est pas une variante de Deadpool quoi. Bon le chien il est là. L'idée du chien de prendre le chien le plus moche du monde pour le rôle c'était rigolo. Donc vous voyez il est présent. Et donc c'était surtout pour faire le petit raccourci scénaristique du fait qu'ils aient une voiture après. De mettre ce personnage là, et puis ça fait une petite rivalité entre le Deadpool classique et le Deadpool beau gosse. C'est qu'à la fois c'est un gars qui est sage, qui pardonne tout, qui est pacifiste, mais il est beau gosse et il est un peu frimeur, tu vois, donc l'autre Deadpool l'aime pas, donc il y a ce délire là. T'as la scène où il mange dans un resto qui est le resto de Spider-Man 2 d'ailleurs, la pizzeria de Spider-Man 2. Il y a deux refs à Spider-Man, ça et le moment où il fait des pichou, donc il n'y a rien de plus à évoquer. Même si évidemment tout le monde rêverait de voir Spider-Man se crossover avec Deadpool et Wolverine, naturellement. Et ensuite c'est le moment où ils conduisent dans la voiture. Et oui, ils se disent tout ce qu'ils ont sur le cœur, où Wolverine se sent trahi parce qu'on lui a menti, etc. Où ils dévoilent tout, où vraiment c'est la séquence un peu émotion des personnages qui se battent littéralement toute la journée. C'est entre toute la journée pour montrer que c'est un peu des persos maudits en fait, dans leur immortalité. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans le dilemme, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que cette fois Deadpool il parle plus parce on l'a un peu vexé. Et parce que là, cette fois-ci, c'est lui qui est en colère et qui entame le combat contre Wolverine. Donc qui montre qu'on inverse un peu les tendances, vu que ce Wolverine a tendance à quand même faire des blagues dans ce film-là. Et c'est là qu'on développe bien la relation entre ces deux personnages-là, jusqu'à qu'ils soient ensuite emmenés par la Résistance. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on voit que le groupe de Cassandra Nova, le logo des Avengers sans drapeau, mais avec le A de Anarchy par-dessus, pour montrer que c'est une espèce d'Avengers déformé, entre guillemets, anarchiste, tout simplement. Et donc là on a l'équipe de la Résistance qui est composée de personnages obscurs de la Fox. On avait Johnny qui est décédé, et on a Elektra de Jennifer Garner qui était un truc qu'on savait depuis longtemps, c'était le truc qui est fuité par les journaux officiels. Là. Donc pas de Ben Affleck de Daredevil qui est décédé, donc comme évoqué, ça aurait pu être stylé, malheureusement. Vraiment ça c'est vraiment le cameo où tout le monde fait, tout le monde s'en fout d'Elektra, tu vois, donc c'est un peu rigolo. Et puis l'actrice avait joué dans Diadem Project avec Sean Levy, donc ça, pour moi c'est logique qu'elle soit dans le film. Ensuite, on a le Blade de Wesley Snipes. Et j'avais vu la rumeur passer, mais j'y croyais pas du tout parce que Wesley Snipes, déjà parce qu'il est dans une situation où il joue que dans des direct ou DVD, dans des situations où il fait beaucoup polémique pour des actes qu'il a potentiellement commis. C'est un acteur qui fait très polémique. Et aussi parce que lui et Ryan Reynolds, ils s'aiment pas normalement. Parce qu'ils ont joué tous les deux ensemble dans Blade Trinity, qui est un film qui est réputé pour ses coulisses qui se sont très mal déroulées entre le réalisateur et Wesley Snipes. Wesley Snipes qui était très autoritaire sur le tournage, qui détestait Ryan Reynolds, qui pouvait pas le saquer. Et donc le fait de le voir accepter d'avoir fait un cameo dans ce film-là, je trouve ça très très surprenant et très cool, parce qu'il en vrai il a pas changé, il est toujours aussi charismatique en Blade, c'est Blade pour l'instant. Pour l'instant, c'est Blade. Donc c'est cool de voir. En vrai c'est le seul perso qui est pas trop poubelle du groupe, parce que les films Blade restent appréciés quand même. Donc lui c'était cool de voir le Blade, de voir qu'au final les deux ont mûri entre guillemets, que les deux se sont pardonnés et qu'il a accepté de venir dans ce film Deadpool. Donc j'ai trouvé ça un peu beau de voir la boucle bouclée, de voir Blade de retour du coup quasi 20 ans après, 20 ans après Blade Trinity presque, 17 ans. Et ensuite on a Gambit de Channing Tatum qui débarque, et c'est un peu un cameo typé Nicolas Cage en Superman, c'est vraiment le projet qui n'est jamais arrivé, parce que ça fait des années, des décennies que Channing Tatum il voulait jouer Gambit, c'est son rêve, c'est le personnage qu'il a toujours voulu jouer. Il avait un film Gambit qui était en préparation depuis toute l'époque de la Fox. Pendant 10 ans ils ont essayé de le faire, ça a jamais réussi, les réalisateurs ça a changé, et ça a été annulé quand la Fox a été rachetée par Disney. Mais comme Channing Tatum c'est un pote à Ryan Reynolds, il a aussi fait plein de caméos avec lui dans d'autres films, je crois. Et quel affreux Gambit, quand même. Ouais, et donc il joue enfin Gambit, où il joue un perso avec un peu... Il faudrait que je regarde le truc en VO, parce qu'à ce qui paraît il a un accent, parce que Gambit il a ce côté Nouvelle-Orléans, ce côté un petit peu franchouillard, Rémi Lebeau. Donc j'attends de voir un peu sa perf en VO quand je reverrai le film. Mais en vrai je trouve marrant parce que son costume en vrai est ridicule. Parce que ça se voit que Channing Tatum il est trop rembourrin pour jouer Gambit, il est trop costaud. Ça se voit qu'il est trop gros et trop balèze. Mais je trouve que moi j'aime pas Channing Tatum, c'est un acteur que j'aime pas, je trouve qu'il joue que dans des films nuls, il a un côté un peu provocateur dans les films où il joue, il est un peu con et un peu nul, tu vois. En fait, c'est ce que ressent Wade
Le Deadpool contre Nicepool, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et le personnage, je trouve, est plutôt fidèle à ce que je ressens de Channing Tatum, c'est qu'il est un peu con, il est un peu détestable, il a des punchlines un peu marrantes parce qu'il est un peu débile. D'ailleurs, on le confond avec Hawkeye à un moment donné, ce qui est marrant parce que je pense qu'il aurait fait un très bon Hawkeye, Channing Tatum. Le Hawkeye des comics, du coup. Oui, c'était mon idée, ça. Ouais, c'était ton idée. Mais après, ça reste cool d'enfin voir un vrai Gambit après celui de Origins Wolverine, quand même. De voir un Gambit avec le costume des comics et avec les C'est pouvoirs. vrai qu'ils étaient dans Origins, putain. Les pouvoirs des comics, là où le Gambit de Wolverine, il était osef de fou, tu vois. Et puis, en vrai, c'était... Oui, il y a quelqu'un qui essaie d'avoir les limites. Ouais, bon, ses pouvoirs aussi, déjà, ils rendent pas très bien, quand même. Dès qu'il doit créer des champs de force violets, des épées violettes, c'est pas très beau. Tout est moche, hein. Ils ont complètement... Puis les cartes, etc. Ils ont complètement négligé les quatre Ouais. fantastiques, pour ne pas dire. Je sais pas si c'est un prémisse au film. Ouais. Ils ont négligé le budget, ils ont négligé les costumes, ils ont négligé En vrai, les scènes d'action. Que pour aussi. Gambit, hein, je trouve. Oui. Parce que les autres, Ça reste du simple, c'est vrai. Les autres, ça reste fidèle au cosmique qu'ils avaient avant, Ça qui reste était très simple. assez simple, ouais. Bon, j'adore Blade, le design de Blade, génial, son entrée, génial, c'est Wesley Snipes, enfin on me ramène un acteur qui a du charisme et de la gueule, et de la prestance, parce que c'est compliqué dans ce film-là. Bon, moi je déteste pas l'actrice qui joue la méchante, etc., mais là, tu me ramènes Elektra, tu me ramènes Channing Tatum, c'est pas ouf. Là, tu me ramènes Wesley Snipes, en plus, ils te mettent une musique ridicule, style africaine, quand je dis africaine, je veux dire plutôt rap. Années 2000, 90, je sais pas c'est quoi, mais ça n'a aucun sens, tu vois, ils te mettent un truc hip-hop. Et du coup, ça fait que la scène est entièrement second degré, n'a aucun sérieux, et de voir arriver sous cette musique-là, un vrai Renoir, tu vois, un vrai de vrai des années 90, Wesley Snipes, ça m'a fait plaisir après le reste. Parce qu'il y a un moment donné où il dit que moi je t'aime pas à Deadpool, et justement t'as Deadpool qui réagit un petit peu par rapport à l'expérience qu'il avait eu dans Blade 3, du coup, Reynolds. Et t'as aussi le moment où il dit qu'il y a qu'un seul unique Blade, et t'as Deadpool qui regarde la caméra en mode pas sûr mon gars, parce qu'évidemment il y a un film Blade qui est en préparation avec Marshall Ali dans le rôle. Donc c'est vrai que je trouve ça j'ai vraiment bien aimé ça, et puis même en côté action, je trouve que c'est lui qui a les meilleurs fights dans le film, dans la séquence de la Résistance, vu que jamais j'aurais imaginé voir Blade buter le crapaud, buter Azazel. Azazel, ça lui allait bien d'affronter Azazel. Bon, la photo sur cette scène, oui, la photo, il y a pas de photo. À rien. Les chorégraphies sont pas très bien mises en avant. La séquence d'action contre la Résistance, c'est la séquence où c'est shaky cam, ça tremble. C'est la pire séquence en fait. En plus, c'est la séquence qui est censée être un peu spectaculaire, vu que c'est deux groupes qui se fight en fait. Et c'est une horreur. Vous voyez ce que faisaient les frères Rousseau dans Civil War, où ils se sont améliorés, attention, dans Infinity War d'abord, premièrement. Puis dans Endgame, voilà, on est un peu entre ces films-là, sauf que on est en dessous d'Endgame, bien évidemment. Là, le plan où ils se rentrent dedans, il dure même pas 2 secondes, puis après ça cut, c'est un plan d'ensemble, ensuite de l'autre côté qui n'a aucun sens. Enfin, c'est même pas asymétrique, c'est moche comme tout. De faire un plan comme ça, puis ensuite faire un plan... J'ai pas trop compris. C'est des plans larges, c'est lisible, ça bouge beaucoup, c'est un peu de shaky cam, ça tremble, mais pas trop, donc c'est pour ça que je dirais pas non plus que c'est de la shaky cam. C'est un effet, je pense, qui est rajouté, je sais pas si elle tremble vraiment, je sais pas si c'est un effet qui est rajouté en post-prod, comme dans Obi-Wan en fait, c'est la même chose que dans Obi-Wan, c'est la même merde que dans Obi-Wan. Sauf que là, comme il y a plein de persos autour, c'est un peu le bordel, et comme il s'est pas filmé globalement des scènes d'action, c'est le bordel quand il y a trop de persos. Donc c'est pour ça qu'après, il les ramène très vite à l'individuel, tu vois. Et c'est pas trop mauvais parce qu'il filme un peu comme il filmait avant, c'est-à-dire avec 2-3 ralentis stylés à la Snyder. En dehors de ça, c'est moins bon, donc c'est pas Snyder. C'est mal agencé, c'est pas maîtrisé, mais il y a des plans sympas, c'est cool, il y a de l'effet spécial utilisé, pas comme dans les autres Marvel, on y va, c'est généreux dans l'effet spécial, c'est pas forcément beau, mais au moins ça y va. Il y en a dans le ventre, et c'est même, j'ai envie de dire, un peu outrageux. D'ailleurs, dans leur base, il y a plein de références que on a qui n'ont pas toutes certainement, genre qu'on va évoquer, mais il y a une petite statue de Scarlet Witch. On mentionne Magneto du coup. Ce qui me fout le seum parce que j'aurais bien aimé revoir Ian McKellen dans le rôle. J'espère dans Secret Wars. J'aurais bien aimé un flashback tant qu'à faire de lui qui est tué par Cassandra tant qu'à faire. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, si on prend ça comme un hommage à la Fox, j'aurais aimé que les acteurs un peu plus prestigieux des films de la Fox soient de retour, tant qu'à faire. Si on a le lead de Hulk dans Thor Ragnarok aussi, on doit avoir trop d'autres rêves. C'est à ce moment-là qu'il y a Elektra qui apparaît. Ouais. L'actrice qui a vieilli, mais ça va, là, il est bien préservé. Oh, tout le monde se porte bien, là, c'est bien. Et on n'a pas parlé de X-23. Je vois plus l'âge monté de Wesley Snipes, mais en même temps, il a quand même plus d'années d'écart. Ouais, ça, c'est la soixantaine. Voilà. Hein. Donc, tu vois, pour son âge, c'est ouf. Mais oui, je vois l'écart, parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans les années 90. Et
Je voulais souvenir du coup là-dessus sur Jon Favreau qui a pris un sacré coup de vieux, mais en même temps on le voyait pas parce qu'il avait la barbe avant, et là il l'a plus, il l'a ôté, et on dirait Michael Jackson, il s'est vachement maquillé. Et on a également le retour de X-23, donc chacun représente un truc, c'est ça qui est marrant, c'est que t'as Elektra qui représente un peu les vestiges de la Fox, t'as Blade qui lui n'a rien à voir avec la Fox, le film Blade n'était pas produit par la Fox, c'est juste, c'est probablement un cadeau personnel de Ryan Reynolds, j'imagine. T'as Channing Tatum qui représente les projets abandonnés en fait, et t'as X-23 qui représente vraiment l'aspect relationnel pour le coup, qui va développer la suite du film. Parce qu'on est sur une X-23 qui a vécu les événements de Logan, peut-être que c'est exactement la même, qui a grandi, qui a vieilli, du coup elle est plus proche des comics, puisque dans les comics X-23 c'est une adolescente, c'est pas une enfant, donc elle a plus l'âge de la X-23 des comics. Bon, elle a pas trop changé quand même. Et donc, elle est surtout là pour avoir sa petite scène dans la forêt où elle discute avec Logan, où elle lui remonte le moral, du coup, pour dire que mon Logan était bien, et que tous les Logan sont bien, et que tu peux être bien, bref. Cette séquence dans la forêt qui rappelle encore l'ambiance un peu du film Logan, justement. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'ils foutent le thème de Logan quand t'es pop. Ah, mais c'est comique, c'est parodique, c'est comme quand... Elle a quand même vieilli, donc le côté enfant cool, un peu comme It Girl, dans Kick-Ass, ça passe peut-être moins, du coup ils ont quand même fait mettre ses lunettes dans Logan, pour que ça refasse le côté gamine, un petit peu irrévérencieux du personnage. Bon, elle bute le fléau à un moment donné, et puis voilà. Une thématique par rapport au film hommage de la Fox qu'on n'a pas forcément trop évoqué avec Seb, c'est que je pense que ce qui fait aussi de Deadpool et Wolverine le meilleur film du MCU concernant le multivers, c'est que c'est un film qui rend véritablement hommage à la Fox, grâce à un côté en fait très méta, c'est que le multivers est utilisé pour transmettre un message, un élément qui est très méta et qui offre un peu plus de complexité au film, on va dire, dans le sens où en fait nos personnages se retrouvent emprisonnés dans la poubelle du multivers. Et en fait, on retrouve tous les personnages oubliés de Marvel, ces personnages-là qui, sans ces essais qui ont raté, on n'aurait pas eu le MCU, en fait. Donc on pense à des Daredevil, à des Elektra, des Blade, etc. Et donc c'est vraiment la métaphore qu'on a, c'est qu'on enferme ces personnages, on met ces personnages-là à la poubelle une fois que leur film ont flop, on les oublie, on les laisse aux oubliettes, et du coup on les retrouve donc dans cette espèce de bac à sable géant qui est le Void. Donc ce gloubi-boulga, on met tout ce qui a foiré et fail à la poubelle. Mais l'utilisation intéressante du film, c'est qu'on traite de cette espèce de poubelle, mais on développe l'état d'esprit des personnages, on les rend hommage en fait, on les ridiculise pas forcément. Oui, on les traite un peu avec de l'humour pour certains, comme Gambit, etc. Mais ces personnages sont respectés dans le sens où même durant le combat final, je m'attendais à ce qu'on les bute, tu vois, parce que là on est sur le combat où on se dit, les personnages veulent qu'on se souvienne d'eux, qu'on se souvienne de leur nom, qu'ils aient droit à une dernière chance pour qu'ils deviennent des héros et que les gens se rappellent d'eux. Et leur chance, c'est de jouer dans ce film qui va rapporter plus d'1 milliard de dollars au box-office et qui a fait en sorte qu'ils ne seront pas oubliés du coup. Et j'ai trouvé ça plutôt beau et poétique qu'au final les personnages ne meurent pas à la fin et sont contents que Deadpool et Wolverine puissent s'enfuir et que certainement du coup ils ont pu retrouver leurs univers respectifs à la fin du film. Donc j'adorais le fait que le film, au-delà d'être une parodie un peu violente, etc. à la Deadpool, c'est que ça commet pas un peu l'erreur. Je trouvais que ça passait bien avec Doctor Strange 2. Mais l'erreur de tuer ces personnages-là, de les ridiculiser, de surprendre en les tuant en fait, parce que c'est des personnages ignorés, des personnages pas très connus, qui ont un peu symbolisé les échecs de Marvel. Mais du coup là j'ai bien aimé le fait qu'on les respecte, qu'on les laisse en vie, qu'on leur donne un happy end en fait après leur flop. Surtout que certains n'ont pas eu de continuité depuis leur film. Et j'aime bien toutes les références méta qu'il y a par rapport à ça, comme Gambit qui dit qu'il pense qu'il est peut-être né dans cet univers, ou que peut-être même des gens ne le connaissent pas dans son univers, et que peut-être il faut qu'il se fasse connaître pour qu'il soit enfin reconnu à sa juste valeur. Ce qui est méta parce que dans le sens où son film s'est jamais fait, donc il n'a jamais vraiment eu d'univers en fait. Donc voilà pourquoi a priori il serait né dans cet univers, en tout cas pour la vanne. Ou Elektra qui n'est pas triste de la mort de Daredevil, qui dit que ça ira parce qu'elle a évidemment divorcé avec Ben Affleck. D'ailleurs on a eu une référence un peu similaire avec Hugh Jackman quand Deadpool dit que Wolverine s'est ramolli parce qu'il a divorcé avec sa femme. Hugh Jackman a effectivement divorcé avec sa femme il y a moins d'1 an, donc c'est assez étonnant qu'ils acceptaient de telles blagues quand même, des blagues plutôt privées. Et puis il y a plein de rêves comme ça, comme Blade qui dit qu'il aime pas Deadpool par rapport à Blade Trinity, où il a joué avec Ryan Reynolds dedans. Puis en ayant revu le film en VO, effectivement, Channing Tatum a un gros accent créole qui marche bien, qui est fidèle au personnage de Gambit. Et évidemment, du coup, on respecte ses pouvoirs des comics, les cartes qui explosent, et donc son bâton, son beau, qu'il utilise pour se battre. Donc on respecte tout ça, il faut en profiter, je pense que ce sera la seule fois de l'histoire qu'on verra Gambit en rated R. Donc quand il fait exploser des gens, il les fait vraiment exploser, quoi. Et puis il y a plein de petites rêves du style, quand Blade dit qu'il y aura qu'un seul unique Blade, il y a aussi le fait qu'on évoque qu'il y ait genre 6 Punishers, 5 Punishers. En vrai, il y en a 4. Il y a eu le Punisher de Thomas Jane, de Dolph Lundgren, de Ray Stevenson et de John Berthold. Donc plein de rêves comme ça, fidèles à l'univers Marvel. Non, c'était cool qu'enfin on utilise le casque du fléau par rapport aux comics, où comme Magneto c'est censé être un casque qui contre les pouvoirs psychiques.
Donc le fléau a un petit apport scénaristique vite fait, même si c'est pas le fléau du X-Men 3 exactement, mais vous m'avez compris. Et donc du coup, Cassandra Nova épargne les héros, Pyro est le traître, du coup. Donc Pyro qui a un rôle un petit peu plus important parce que c'est le traître. En vrai, ça va bien au personnage qui changeait déjà de camp dans la saga de Singer, vu qu'il est passé des X-Men à Magneto. Donc en vrai, c'est plutôt logique avec son personnage-là. Et puis je trouve que l'acteur, il a gagné un peu de gueule. Je trouve qu'il a un peu sa place dans ce monde post-apo, tu vois. Un petit peu rustique, on va dire. Et donc là, c'est là qui passe le portail et qui reviennent dans le monde de Deadpool, où t'as les petites vannes en mode la Fox l'a tué, mais Disney l'a ressuscité, et maintenant il va jouer pour Disney jusqu'à ses 90 ans, où ils assument à fond le côté quatrième mur, ce qui est assez marrant. Le côté cynique de Disney qui est en prison. Et aussi le côté qui était assez peu exploité, sauf dans Logan paradoxalement, mais le côté qu'il y a des gens qui aiment Wolverine, que Wolverine a des fans, des enfants qui sont inspirés par lui. Donc ça c'était cool à voir du coup, parce qu'il y avait que dans Logan où il y avait vite fait ça, hein. Sinon dans les autres films X-Men on évoquait très très peu l'apport aux citoyens envers Wolverine. Même l'apport aux citoyens des X-Men globalement. Ouais, aussi c'était l'un des si on développait la thématique de on n'aime pas les humains, mais est-ce qu'il y a des gens qui aiment les héros, quoi, le côté super-héros, tu vois, la réaction aux super-héros, quoi. Donc oui, il y avait ça, et puis du coup ils arrivent et puis c'est là que le combat final va commencer. J'ai pas trop compris les bails. Du coup, Paradox, son bureau, c'est dans le monde de Deadpool et c'est sous le métro de son monde, genre. Parce qu'en vrai, il passe sous un tunnel et c'est chez Paradox, j'ai pas compris. Alors que la TVA, à la base, normalement, c'est censé être un monde complètement parallèle, genre. Moi, je te dis qu'il y a des bases secrets dans plein d'univers différents, j'ai pas trop compris le délire. Mais bref, admettons. Du coup, là, c'est le moment où il y a Cassandra Nova qui prend Paradox et qui pousse Deadpool et Wolverine, et du coup, il tombe sur un magasin de pillés, sur les trucs de chaussures, qui s'appelle Liefeld, référence à Rob Liefeld, le créateur de Deadpool, qui est connu pour avoir un peu trop forcé sur la forme des corps humains, notamment des pieds, hein. Donc l'idée était marrante, et il faudra que ce bon vieux Rob se décide à faire un petit caméo en personne pour un prochain projet Deadpool, quand même, parce que c'est le créateur. Et donc ensuite c'est la séquence où du coup Cassandra Nova envoie les Deadpool. Suffit, je pense. Ouais. Cassandra Nova du coup envoie tout le Deadpool Corps, ce qui avait été teasé au début, avec le Deadpool sympa là. Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par le Deadpool Corps parce que je pensais qu'ils allaient un peu les développer. Je pensais que ce seraient des alliés, pas des méchants, entre guillemets. Et je pensais qu'il y aurait eu une petite discussion entre Lady Deadpool et Deadpool, peut-être une petite dragouille, un petit peu comme Loki et Sylvie dans Loki, tu vois. Que Deadpool s'aime lui-même, tu vois, un truc comme ça, un truc un peu égocentrique. Et au final, non, ils sont là pour l'action, tu vois, c'est que il y a des caméos vocaux dans cette scène-là, ils insistent un peu sur ces caméos vocaux, c'est Blake Lively qui double donc Lady Deadpool, la femme de Ryan Reynolds, donc le caméo le plus logique, et donc non, il n'y a pas Taylor Swift dans ce film, même si je crois qu'il y a une chanson de Taylor Swift dans le film. D'ailleurs, il y a une chanson de The Greatest Showman en référence à Hugh Jackman. Oui, il l'appelle le Music Man. Oui, d'ailleurs, ils disent que oui, le gars, il sait tout faire, il peut chanter dans une comédie musicale, ils ont référencé ça aussi. Et du coup, t'as Nathan Fillion qui est partout, parce qu'il joue Guy Gardner dans Superman, qui fait la voix du Deadpool de la tête de Deadpool Zombie, qui vient des comics Marvel Zombie à la base. Et c'est Matthew McConaughey qui rejoint vite fait le monde des super-héros, du coup, qui joue le cowboy Deadpool, du coup, qui lui va bien. J'imagine qu'en VO, il a son gros accent texan. Et Ewan McGregor. C'est la même VF que Ewan McGregor, Matthew McConaughey. Okay. C'est pour ça que c'est la voix c'est pour ça qu'ils ont mis cette VF là. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus. Ouais, j'ai hâte d'écouter ces 3 lignes en VO. Pour bien reconnaître Matthew McConaughey, le cowboy Deadpool, l'espèce de samouraï ninja Deadpool, qui est pas masqué, le Deadpool 99, le Baby Deadpool, et du coup Baby Deadpool, Kid Pool, etc. sont joués par les enfants de Ryan Reynolds, donc en plus Blake Lively qui joue Lady Deadpool et qui est sa femme, et je trouve qu'ils ont vraiment loupé une opportunité de ne pas mettre le Deadpool du X-Men Origins Wolverine, comme je l'ai dit. Et puis on retrouve aussi plein de références plus personnelles à Reynolds, dans le sens où on a un Canada Pool, donc qui représente le Canada, donc le pays de Ryan Reynolds et du personnage de Deadpool. On a un Deadpool des Pays de Galles, qui représente le fait que Ryan Reynolds en fait est le propriétaire d'un club de football, je crois, du Pays de Galles, et donc il a rendu un petit hommage ici, en sachant que beaucoup des Deadpool sont interprétés par des acteurs qui sont en lien avec la vie, le reste de la vie professionnelle de Ryan Reynolds. Puis à ce qui paraît, il y avait le frère de Tom Holland dans Deadpool, et même Reynolds ne le savait pas, donc ce qui est assez marrant comme délire. Ah, et puis bon, ils auraient pu aller encore plus loin, parce que dans les comics, c'était un Deadpool Galactus, c'était un Deadpool Modok, c'était un Deadpool Canard, tu vois, mais bref, en tout cas, ils sont allés très très loin. Ce qui est donc l'origine déjà du petit forcing, je trouve, de la mort de Ryan Reynolds. Quand t'as le Deadpool qui a pas de... le gentil pool, là. Ça s'appelle comment déjà le gentil Deadpool, là. Nice Pool. Le Nice Pool, c'est vrai que le Nice Pool, il force un peu avec lui, quand même, en mode... Ouais, t'as toute une scène où il le bute...
Tu vois, c'est la seule séquence où Deadpool il est un peu méchant parce qu'il peut pas le saquer, tu vois. Mais après c'est méta parce que c'est le vrai Ryan Reynolds. T'as trouvé qu'il est forcé ? Un petit peu quand même. Après c'était rigolo de le voir, il est en train de crever, il se fait exploser la tête et par contre Wolverine il prend le chien, tout le monde aime le chien parce qu'il est trop mignon et donc là il faut rien. Alors que c'est censé être le chien le plus moche du monde, on rappelle, mais c'est un Deadpool. Comme là il y a genre 500 personnages à massacrer, c'est le moment où Wolverine met enfin son masque. Et son masque, comme j'ai dit, pour moi ça passe ou ça casse parce que son masque fait très CGI. Ce qui, comme Deadpool, il a les yeux qui bougent, il a les yeux blancs en plus. Donc un jour il va falloir mettre les yeux blancs à Batman, je vous le dis. Parce que là, Marvel, ils assument les yeux blancs entre Black Panther, vous en faites pas. Entre Spider-Man, Black Panther, Wolverine. Il y a Andrés Spagnusta, même Kitty. On verra s'il le fera. Mais bien sûr qu'il le fera. Parce que tous les autres l'ont pas fait. Oui, ils ont fait des refs mais l'ont jamais fait. Ils sont pas fantasmagoriques comme lui. Ouais, après, il avait pas fait avec les Batman de The Flash. Après, c'était pas assez Batman, oui, mais bref. Il les a quand même amenés dans une autre dimension. Ces personnes. Et c'est là qu'ils nous font la séquence Oldboy avec un bon payoff de Hugh Jackman qui met enfin son masque. Du coup, en vrai, ça fait. Oh, je trouve qu'à la fois, ça lui va pas trop parce que je trouve que Hugh Jackman est trop beau gosse pour le rôle de Wolverine. Il a un menton trop parfait, genre. Limite, il fait Batman, tu vois. Mais à la fois, c'est stylé, c'est presque inimaginable d'enfin le voir avec le masque et de voir les deux se battre. Et donc, surtout, ça passe bien avec lui parce que t'as cette séquence à la Oldboy, du coup, t'as ce plan séquence de 3-4 minutes. Faux plan séquence, évidemment, c'est du Marvel. Tout en CGI avec du sang partout. Du coup, t'as Wolverine et Deadpool qui massacrent tous les Deadpool, qui est assez bien foutu et qui a un petit développement, une petite structure. Donc au début, on affronte chacun des Deadpool, puis en fait, ça affronte une multitude de Deadpool. Et ensuite, ça finit sur le bus, on voit plus rien parce qu'il y a des effusions de sang partout dans le bus. Donc c'était plutôt bien fait, jusqu'à un money shot au digne des comics où t'as un money shot où Deadpool et Wolverine ils sautent du bus, qui fait très numérique encore une fois, mais ça fait très comic book et voilà, ça passe ou ça casse, comme je le dis. Ouais, c'est une scène assez cool. Bon, là, la justification de Peter qui sauve tous les Deadpool, qui fait que les Deadpool les affrontent pas, je trouve pas que c'est l'idée du siècle. Après, au moins, ça a été payoff et ça a été introduit avant, donc voilà. Ça, ouais. Du coup, t'as le Peter Deadpool, mais bon, c'était pas officiel, mais c'était un peu une facilité en mode comment ils vont faire pour battre les Deadpool. Ben, il y a Peter qui arrive et c'est Peter, c'est le meilleur. J'ai fait bon. Il fait tellement dégueu. Ouais. Ça se voit que Peter, c'est le. Ça se voit que Peter Pool, hein. Ça se voit que Peter il remplace Weasel, qui n'est très jeu de mots. Ça se voit que Peter il remplace Weasel parce que normalement c'est Weasel dans les comics qui est le sidekick de Deadpool, mais comme l'acteur il est cancel, hein, voilà, il est plus là. Et voilà, donc cette scène d'action pour le coup était très très cool, puisque autant t'avais la scène d'action du début qui était cool, la scène avec Wolverine With Fight qui était cool, et ensuite t'avais la scène avec la Résistance qui était décevante, où c'était shaky cam de fou, et puis là il y a le truc de Oldboy qui rattrape un peu le coup. Ouais, voilà, ce que je veux dire sur cette scène-là, c'est que encore une fois Marvel est allé dans ses retranchements. Moi, ça m'a rappelé évidemment la séquence de Mysterio dans Far From Home. Ça m'a également rappelé la séquence des notes de musique dans Doctor Strange 2 de Sam Raimi, qui est trop peu, beaucoup trop peu dans le reste bordélique et merdique qu'est Doctor Strange 2. Et ça m'a rappelé la scène de combat finale en plan séquence, un peu dans le même style de Réa que tous ces réas qui s'y aventurent dans ces films Marvel, etc. Avec une réa plus cool là, de James Gunn dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Vous vous rappelez de la scène confinée où on a tout un plan séquence gardien final, où on les voit tous un par un. Que je trouvais bien entendu à chier parce que c'est de la copie sur tout ce qu'on a dans ce cinéma merdique depuis des années, c'est-à-dire les mêmes séquences téléphonées. Seul Muschietti dans The Flash m'avait amené un peu plus. C'est-à-dire que lui, il faisait ses propres scènes, j'ai pas l'impression qu'il pompait à droite à gauche, Snyder un peu, mais c'était dans son style, c'est-à-dire que c'était moins rapide que Snyder, c'était même plus lisible que Snyder, parce que c'était beaucoup plus effets spéciaux au ralenti, et c'était un autre style, simplement. Et de bien meilleure facture en termes de mise en scène pure, attention. Pas d'effet spécial, c'est pas la même chose, ne pas confondre. Là, dans ce final, on nous filme déçus par... le pré-final, c'était un peu... C'était quoi le pré-final? Juste avant ça, il y avait un combat aussi. Dans le crâne de Jarman, voilà, toute cette partie-là est à chier, parce qu'encore une fois, le décor est pas horrible, mais la manière dont c'est filmé est horrible. Et du coup, toute la scène est à chier, globalement. Il n'y a aucun intérêt à revoir cette scène. Maintenant, ça fait partie des scènes que je skipperai. Et la toute fin est aussi à chier, hein, avec le grand champ de force, là, et Cassandra Nova qui a des ailes tel un Angel. C'est le délire du combat final un peu classique où t'as la méchante qui est en train de récupérer tout le pouvoir pour anéantir le multivers. Voilà, en gros, c'est le combat final qui est beaucoup plus thématique, ouais, qui est beaucoup plus enjeu. En plus, il dit Deadpool bien marrant à l'autre. Allez, explique-nous c'est quoi les enjeux, tu vois, pour les spectateurs. En quoi elle est menaçante pour notre monde, Cassandra. C'est inintéressant, bien entendu. En fait, que Deadpool le dise, il le sait que c'est inintéressant, bien sûr.
Mais ça va pas aider à rendre plus intéressant le final, qui sera toujours inintéressant. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est Deadpool et Wolverine. On s'en fout un peu de la fin où Wolverine, ok, il y aura ses abdos, il y aura des plans sympathiques. Ah, mais bon, pour le budget, excusez-moi du peu, c'est des rois des pâquerettes. Mais c'est un final voilà, qui est toujours inintéressant. Ça me rappelle aussi Wonder Man 2. Elle gagnait par la force de ses pensées, de sa parole, de sa beauté, je ne sais quoi. Je trouve que là, ça fait vraiment buddy movie où l'énergie d'un, ça suffira pas, vous allez mourir, mais l'énergie de deux, c'est bon, ça va marcher, vous allez. Et aucun ne meurt. Vous allez survivre. Bah, comme ils sont deux maintenant, ils meurent pas, tu vois. Et en plus, il y a un côté comique parce que là, on insiste à fond. On n'arrête pas de faire des plans zénithaux circulaires sur le final où les deux sont en train de crever, où on récap la backstory des deux. C'est vrai que c'est un peu long. Un côté ridicule aussi. Et on met en parallèle les trois visages qui sont en train de se détruire un peu. Mais bon, il y a de la mise en scène. Ouais. Alors, bah, en vrai, celui qui marchait bien dans cette séquence dans le final, c'était vraiment un paradoxe parce que le gars, lui, il faisait genre qu'il était triste, tu vois, pour pas être emprisonné. Mais c'est vrai que c'était marrant. Déjà, j'étais contente puisque c'était un peu la culmination. C'est qu'avant, Wolverine et Deadpool discutaient, c'était la culmination de leur relation du coup. Et j'étais content qu'après le combat, du coup, Wolverine n'enlevait jamais son masque. Donc quand tu vois Wolverine menacer Paradox avec son masque, c'était stylé. J'étais content. Torse nu avec le masque et tout, c'est pas mal. Et torse nu avec son masque. Bon, ils ont grave huilé son corps et du coup, torse nu avec le masque, c'est fait. Putain, en fait, vous mettez le masque et en plus, vous êtes en mode porn. Tu fais putain, les gens ils vont kiffer. C'est coffre. Là, c'est. Là, c'est coffre. En vrai, c'est. C'est coffré. Là, c'est cool. Lapsus révélateur. On est tous fatigués. Là, c'est cool davantage qu'avec le costume. Moi, je préfère ce design-là. Parce qu'il est plus bestial, etc. Ouais. Et c'est plus un Wolverine qu'on veut voir. Ouais. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment une révolution assez classique de buddy movie, surtout avec la séquence d'après où tu vois le cliché du on sort d'un combat final, il y a les pompiers qui réparent le bordel derrière et t'as vu qu'ils sont assis sur un bord qui mangent un tacos, tu vois. Le shawarma des Avengers. Ça faisait vraiment la fin de buddy movie. Oh, il y a le petit chat qui nous rejoint. On va faire un repas de famille ensemble maintenant, tu vois. Et là, c'est très Marvel, il y a la Renoise qui arrive et qui vient dire à l'autre pas mal le costume en fin de compte, elle est super stricte, sérieuse. Ouais. Et puis là, il y a la touche d'humour, tu vois, parce que on le voit, c'est une Renoir et tout, et elle est autoritaire, elle a pas de charisme cette actrice, moi je comprends pas qu'elle joue un rôle comme ça, elle a des traits trop... Elle a pas de charisme, son visage n'est pas marquant, elle a un visage trop banal pour moi, elle pourrait être dans la rue, c'est comme Jacob Batalon, ça n'a aucun charisme, de toute manière les personnes en surpoids ont un manque de traits dans le visage pour créer du charisme, tu vois ce que je veux dire, ça c'est logique. Mais du coup, ils la rendent avec cet humour et tout. Ah, en fait, parce qu'elle est super stricte avec tout le monde, et puis là, la touche d'humour, comme si ça allait arriver dans la vraie vie. T'es pas mal dans ton costume et tout. Et du coup, ça crée parce qu'il me semble qu'il y a un parallèle. Le dîner de famille qui, du coup, fait un parallèle avec l'anniversaire de Wade au début, et qui, pour moi aussi, faisait un parallèle avec le dîner de famille de Logan, avec Logan, Xavier et X23, où du coup, on donne une happy ending à X23 qui maintenant va vivre avec ce nouveau Logan-là, et dans l'univers de Deadpool, donc dans l'univers de la Fox qui est tout propre. Donc en fait, on a une grosse happy end pour X23 qui a un destin complètement différent de ce que Logan lui avait donné. Donc là, tout le monde vit heureux, c'est la belle vie, c'est la fin. Et j'aime bien l'insert final sur les deux masques, du coup. Ouais, ça se finit vraiment comme un buddy movie. C'est un buddy movie. La fin, comique, la fin c'est full buddy movie. Hein. La fin, c'est full buddy movie. C'est pour ça que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est peut-être un peu moins bon que le reste du film. Exit l'arrivée d'épisode de et aussi parce que ça. Saison 1, épisode 5. Ouais. Et aussi avec Alios. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée d'Alios où Cassandra est tellement puissante qu'elle peut contrôler Alios à cause de ses pouvoirs mentaux. Si Loki était déjà un classique. Après, j'aime bien Loki. Mais j'aurais aimé une menace physique. Ils ont enfin mentionné Kevin Feige sur la fin. Ça parlait de Kevin Feige, moi je l'ai noté, moi je pensais pas. Il parle un scout connu, tu sais. Oui, il parlait de Kevin Feige. Je pensais que vous aviez tout ça plus de culture. Non, en fait vous parlez de Kevin Feige, ok. C'était Kevin Feige. Je suis un peu déçu là. Parce que tu sais que les mouvements scouts viennent du Canada. Ouais. D'où le fait que Deadpool soit intimement lié au scoutisme, évidemment, et qu'il ait cette culture du scoutisme. Évidemment. De toute façon, il doit y avoir plein de refs. Un point culture. Il doit y avoir plein de refs obscurs du Canada que nous on verrait pas. Je sais qu'il y a une tour dans le néant qui vient du Canada et qui est. Donc là, je vais vous énoncer toutes les refs. Parce qu'on est sur un film super-héros avec deux Canadiens, donc déjà. Je vais vous énoncer toutes les refs. Heureux pour le Canada. Avec un petit peu de réa, donc il y aura un peu de temps.